je vais demander à Maurice Lemoine, et il va faire preuve, comme à l'habitude, de beaucoup d'éléments concrets. Comment qualifier aujourd'hui la situation du Venezuela? Bien, merci. Ça va, non? Merci, bonsoir. La situation du Venezuela, elle est critique, tout le monde le sait. Et vous le savez d'autant plus que peut-être vous lisez encore les journaux, vous écoutez la télévision, vous regardez la radio, ou l'inverse plutôt. Vous écoutez la radio, vous regardez la télévision. Je vous ai apporté, vous avez la chance de vivre en Belgique, moi je vis en France. Nous avons un grand quotidien qui était un quotidien d'information qui s'appelait Le Monde. Le Monde du 6 septembre dernier. Je vous montre la page entière avec le titre « L'Europe doit isoler Nicolás Maduro ». C'est plus une opinion, c'est quasiment un ordre qui est donné. Et effectivement, l'ordre a été suivi, puisque vous le savez, ça vient d'être dit. Le 26 octobre dernier, donc il n'y a pas longtemps, le Parlement européen a décerné le 30e prix, alors comment faut-il l'appeler, Sakharov. C'est pas une insulte à Sakharov, c'est une insulte au Parlement européen, je précise. Le prix Sakharov à l'opposition vénézuélienne, étant entendu que quiconque travaille sur le cas Venezuela, c'est que l'opposition vénézuélienne est composée d'une opposition qui est une opposition de droite, respectable, qui a fait alliance avec une extrême droite beaucoup moins respectable. Et il est évidemment particulièrement ambigu de prétendre lutter contre l'extrême droite en France ou en Belgique et appuyer l'extrême droite au Venezuela. Et puis effectivement, dans la foulée de ce prix Sakharov, ça vient d'être dit, le Parlement européen a décidé de sanctions financières contre le Venezuela, des mesures restrictives. Les 28 pays signataires ont regretté la polarisation politique dans le pays. Polarisation politique, c'est pas un crime, d'abord, entre parenthèses. En France aussi, avec polariser la politique. Et a réaffirmé que l'Union ne peut pas reconnaître l'Assemblée constituante vénézuélienne. Mais de quel droit est-ce que l'Union européenne décide que c'est elle qui a le droit de reconnaître ou ne pas reconnaître l'Assemblée constituante au Venezuela? Et puis nous avons nous un président, qui s'appelle Emmanuel Macron, vous le savez, qui a dit que le Venezuela est une dictature. Il a employé les mots dictature du Venezuela. Et puis lorsqu'il a rencontré l'actuel dirigeant de l'Arabie Saoudite, MBS, je n'ai pas le nom exact en tête, il a été questionné sur la question des droits de l'homme. Il a dit écoutez, mon rôle de président français, c'est pas de m'ingérer dans la politique de l'Arabie Saoudite. Et je rappelle quand même que, à la différence du Venezuela, qui est un pays démocratique, en Arabie Saoudite, on a quand même pas mal de sponsors du salafisme. On y pratique régulièrement la peine de mort, puisqu'il y a eu 27 exécutions en 2010, 82 en 2011, 76 en 2012, 79 en 2013, 90 en 2014, 153 en 2015, 134 en 2016 pour homicide, sorcellerie, adultère, homosexualité, renoncement à l'islam, etc., etc., etc. Et c'est contre le Venezuela qu'on prend des sanctions. Il y a actuellement une crise terrible en Birmanie avec des centaines de milliers de déplacés rohingyas, mais c'est contre le Venezuela qu'on prend des sanctions. Vous avez compris la logique, c'est pas la peine que je poursuive la liste des pays qui pourraient en priorité être éventuellement sous le coup de sanctions. Il faut peut-être d'ailleurs les États-Unis qui ont mis le Proche-Orient à feu et à sang depuis 2003, mais bon, peu importe. Pour comprendre la crise vénézuélienne, il y a 2-3 points qu'il faut avoir en tête. Je vais essayer de vous les donner parce que on ne peut comprendre que si on est très très précis. On a un président qui s'appelle Hugo Chavez, qui arrive au pouvoir en 1998, qui était élu démocratiquement, et qui est réélu démocratiquement pour la dernière fois en octobre 2012, avec 55% des voix et 81% de participation. Notez le 81% de participation. Je suis particulièrement la politique en Belgique, mais quand on a ce taux de participation, c'est que la démocratie fonctionne quand même plutôt pas mal dans le pays. Au bout de 14 ans de pouvoir. Et puis en mars 2013, malheureusement, Chavez décède. Et donc on va avoir une présidentielle en 2013 où celui que Chavez avait pressenti pour être son dauphin au cas où il arrive à malheur, Nicolás Maduro, qui a été, on rappelle souvent qu'il a été syndicaliste et chauffeur d'autobus, on oublie un peu qu'il a été aussi après ministre des Affaires étrangères, qu'il a été vice-président, c'est-à-dire que c'est pas le dernier des derniers. Il est élu avec 50,62% des voix. Donc déjà des voix s'élèvent pour dire oui mais attendez quand même 50-62% c'est pas terrible.
excusez-moi, je vais prendre des références françaises. Giscard d'Estaing, chez nous, a été élu avec 50,81% des voix. Le président Mitterrand a été élu avec 51,76% des voix. Jamais personne n'a dit ce sont des présidents faiblement élus, c'était des présidents qui étaient élus. On vous dit, vous lisez, vous écoutez, vous entendez que le Venezuela serait un régime autoritaire, serait en train de glisser dans la dictature. En 2013, il y a eu des élections. En 2013, après l'élection de Nicolas Maduro, des élections municipales, qui ont été remportées par le Chavis, le Parti socialiste uni du Venezuela. L'opposition a obtenu globalement 42% de victoire, et en particulier a conservé la mairie du Grand Caracas, a conservé la mairie de Maracaibo, qui est la deuxième ville du pays, plusieurs capitales d'État, Mérida, Valencia, Barquisimeto, San Cristóbal, Maturín, Barinas, qui est le chef historique de la famille Chavez. Dans un pays qui serait une dictature, c'est un peu bizarre de laisser des grandes villes comme ça entre les mains de l'opposition. Il y a un truc. Alors le Conseil national électoral était distrait et il a laissé passer ces victoires de l'opposition. Alors le grand jeu de l'opposition vénézuélienne, moi je vous précise que je ne suis pas un militant chaviste, je suis journaliste, je vous parle en tant que journaliste, en tant qu'observateur de ce qui se passe au Venezuela. Même si j'ai, vous l'avez deviné, c'est connu, une sympathie pour ce qui se passe au Venezuela, pour Chavez et pour Maduro, mais en même temps je suis journaliste. Cette victoire au municipal de 2013 a enragé l'opposition qui en avait fait un plébiscite contre le président Maduro. Et donc en 2014, elle a lancé une première vague de violence, on a appelé les guarimbas, qui ont fait 43 morts et plus de 800 blessés. 43 morts, 800 blessés, c'est pas rien. C'est la raison pour laquelle l'un de ceux qu'on présente comme un prisonnier politique, et qui effectivement est un prisonnier pour des raisons politiques, Leopoldo López est emprisonné. Il n'a pas été emprisonné pour ses opinions, c'est pas un prisonnier d'opinion au sens l'Amnesty International, c'est un prisonnier pour des raisons politiques, parce qu'il a lancé une insurrection qui a fait de très nombreuses victimes. Il y a actuellement en cours, j'y reviendrai après, une déstabilisation économique du Venezuela. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête, parce que sinon on ne peut pas comprendre non plus. C'est cette déstabilisation économique, et je vous donnerai quelques éléments ensuite, qui explique, dans ce pays non démocratique, la victoire de l'opposition aux législatives de décembre 2015. Voilà un pays qui est une dictature et qui laisse gagner l'opposition aux législatives. Quand on observe ce qui s'est passé en décembre 2015, où la droite effectivement est revenue en force à l'Assemblée nationale, ça n'est pas un transfert des voix qui jusque-là votaient pour le chavisme vers la droite. C'est puisque la droite en gros conserve le même nombre de voix, il gagne 350 000 voix, et le chavisme perd 2 millions de voix. C'est-à-dire que sous l'effet de la crise économique, des difficultés économiques, vous avez une partie de l'électorat de Chavez ou de Maduro qui se décourage, qui est fatigué, qui attribue la crise à Maduro et qui ne va pas voter. Le chavisme perd 2 millions de voix mais qui ne se reporte pas sur la droite. On a donc une Assemblée nationale de droite. Et c'est là qu'il faut vraiment, excusez-moi de vous dire qu'il faut que vous écoutiez, que vous compreniez bien ce qui se passe. On vous dit aujourd'hui dans les médias, l'Assemblée nationale d'opposition a été balayée par Maduro parce qu'on n'est pas dans une démocratie. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Lorsque l'Assemblée nationale, l'opposition prend le pouvoir, en janvier 2016, la première mesure que va annoncer le président de l'Assemblée nationale, Henry Ramos Ayub, c'est, il le dit publiquement, on se donne 6 mois pour sortir le président Maduro. Dans un état de droit, vous ne pouvez pas dire ça. En France, nous avons connu 2 périodes de cohabitation. On avait le président Mitterrand, président de gauche, centre-gauche, socialiste, et puis lors d'une législative, la droite gagne et Balladur devient Premier ministre. Et la première chose que dit Balladur en arrivant à l'Assemblée nationale, c'est qu'on se donne 6 mois pour sortir Mitterrand. Et puis ensuite, on a eu le président Chirac de droite, avec un Premier ministre de gauche, Lionel Jospin. Et la première chose qu'a fait Lionel Jospin en arrivant à l'Assemblée nationale, ça a été de dire on se donne 6 mois pour sortir Chirac du pouvoir. Mais vous n'avez pas de droit. On est dans une démocratie. Au Venezuela, l'opposition n'a jamais considéré que le respect des règles démocratiques était la règle qui s'imposait à tous. Alors l'opposition a annoncé un certain nombre de choses, mais en particulier, il y a un élément extrêmement important, c'est que dès le 16 janvier 2016, et notez bien ça parce que vous aurez l'occasion de discuter avec vos amis, vos compagnons, au travail, les syndicats, etc., de ce qui se passe au Venezuela. Depuis le 16 janvier 2016, l'Assemblée nationale vénézuélienne est dans l'illégalité. Elle est dans l'illégalité parce qu'elle a fait prêter serment à 3 députés qui ne sont pas élus.
Ce sont 3 députés de l'État d'Amazonas, dans lequel on suppose qu'il y a eu des fraudes, et dont le vote a été gelé. Par défi, pour défier le gouvernement, pour défier le président Maduro, l'opposition a fait prêter serment à ses députés. Et de sorte que le tribunal suprême de justice, depuis ce moment, considère que l'Assemblée nationale est en espagnol, on dit en desacato, est en illégalité. Et dans n'importe quel État de droit, une Assemblée nationale qui ferait prêter serment à des députés qui ne sont pas élus serait dans le même cas. Ça serait vrai en Belgique, ça serait vrai en France. Et donc ça explique que depuis le 16 janvier 2016, systématiquement, le tribunal suprême de justice refuse toutes les lois que fait passer l'Assemblée nationale tant qu'elle ne se sera pas remise dans la légalité. Ça a toujours été dit. Tant que l'Assemblée nationale n'est pas dans la légalité, elle n'est pas reconnue. Le jour où on dit les 3 députés n'ont pas été élus, on revient là-dessus, on rentre dans la normalité. Donc là, pour le coup, ce n'est pas le pouvoir vénézuélien, ce n'est pas le président Maduro qui sème la zizanie, c'est l'opposition. Là, c'est un fait, hein, c'est pas une question d'idéologie, c'est pas une question de sympathie. Donc, premier point, extrêmement important. Deuxième point, on va sortir Maduro en 6 mois. Alors l'opposition annonce, elle dit, il va démissionner. Enfin, sauf que le président Maduro, il a été élu, il n'a pas envie de démissionner. Alors on annonce, on va pousser à la démission. Là encore, on sort d'un cadre démocratique normal. On va pousser le président à la démission. Il y a même une proposition qui est faite de réformer, d'un amendement à la Constitution pour réduire son mandat. Comme si un amendement pouvait être rétroactif. Je veux dire, c'est des trucs énormes. Hein. C'est des trucs énormes, c'est des trucs de... Et y compris que vous devriez savoir quand vous écoutez les médias. C'est pas là, je suis pas en train de vous faire la révélation du siècle. C'est des choses qu'on sait quand on suit la situation. La troisième chose que va faire l'opposition, et là encore c'est extrêmement important, elle va annoncer qu'elle fait passer une loi d'amnistie. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que l'opposition qui arrive à l'Assemblée nationale veut faire passer une loi d'amnistie? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou contre qui? C'est une loi d'auto-amnistie. Cette loi d'amnistie que veut faire passer l'opposition qui est à l'Assemblée nationale, elle concerne la période qui va du 11 avril 2002 au 31 décembre 2015. Pour ceux d'entre vous qui suivaient la situation au Venezuela, le 11 avril 2002, c'est la tentative de coup d'État contre Chavez, qui a duré 48 heures, pendant laquelle le président Chavez a été séquestré, et puis a été libéré par une vaste mobilisation et une action à la fois du peuple et de la partie de l'armée qui était restée loyale. Donc l'amnistie que veut faire passer l'opposition, elle part du 11 avril 2002 et elle s'arrête au 31 décembre 2015, qui est la date où elle arrive en force à l'Assemblée nationale. Que trouve-t-on comme article d'amnistie? Alors accrochez-vous à vos sièges parce que vous allez voir que c'est gratifié. Parce qu'en réalité, à travers cette loi d'amnistie, l'opposition avoue à la face du monde tous les délits et les crimes qu'elle a commis. Parce que c'est elle qu'elle peut faire amnistier. Donc je vous lis. Bon, incitation à la désobéissance, ok, on est français, donc on est habitué à ça. Violence ou résistance à l'autorité, à la limite, ça peut se faire dans n'importe quel pays. Création de panique dans la collectivité par la diffusion de fausses nouvelles. Dommage au système de transport, aux services publics informatiques, aux communications. Importation, fabrication, port, fourniture et utilisation d'engins explosifs ou incendiaires. Alors tout ce que je vous dis là, vous pouvez le vérifier. La loi d'amnistie de l'opposition vénézuélienne, elle est en espagnol, vous cherchez sur le web, vous la trouvez sans problème. Donc vérifiez ce que vous racontent les journalistes, y compris quand c'est moi. Non, mais vraiment, je vous le dis sérieusement. Utilisation de mineurs pour la commission de délits. Insubordination, rébellion civile, trahison de la patrie, rébellion militaire, soulèvement, révélation de secrets militaires, port et usage illicite d'armes à feu, usage inapproprié d'armes à feu, j'imagine que c'est des usages appropriés d'armes à feu quand on est dans l'opposition, planification d'actes ayant pour but l'évasion ou la fuite de personnes privées de liberté, ça c'est pour le très fugace président Pedro Carmona, qui a été président pendant les 2 jours où Chavez était séquestré en 2002. Sabotage ou action supposée violente, écoutez bien les 2 points suivants. C'est extrêmement important pour comprendre que, y compris l'opposition, quand elle s'en rend pas compte, elle est capable d'admettre qu'il y a un sabotage économique. Elle veut amnistier la spéculation sur des aliments ou des boissons, des biens qualifiés comme de première nécessité. Elle avoue qu'elle retient les biens de première nécessité.
accaparement d'aliments ou de boissons de biens qualifiés comme de première nécessité, soustraction de matériel appartenant aux forces armées, parce que le truc c'est puis du matériel ou militaire dans n'importe quel état démocratique, excusez-moi, c'est un crime. C'est un crime. Quand on vous dit qu'il y a des prisonniers politiques au Venezuela, il y a des prisonniers pour des raisons politiques, mais qui sont sous le coup du code pénal, comme il le serait chez nous. Divulgation de secrets politiques ou militaires, écoutez bien la formulation de la suivante, financement du terrorisme, et puis, y compris enrichissement illicite. Et le tribunal suprême de justice a refusé la loi d'amnistie, et les médias sont tombés à bras raccourcis sur le tribunal suprême de justice en disant il est à la botte de Maduro, on n'est plus dans une démocratie. J'en fais un peu, bon, à vous d'analyser, mais pour le coup, il y a quand même un problème. Ensuite, puisque l'opposition avait décidé qu'en 6 mois, elle allait sortir Maduro, elle n'a pas du tout pensé, ou elle n'a pas voulu penser à un instrument dont elle disposait, qu'elle aurait pu mettre immédiatement en œuvre, qui est le référendum revocatoire. Parce que dans la constitution vénézuélienne, il y a la possibilité, à mi-mandat, de révoquer le président si on n'est pas satisfait. Ou de révoquer les députés, ou de révoquer les maires. Et donc, au bout de 6 mois, l'opposition se réveille. Parce qu'ils n'ont pas réussi à sortir Maduro. Maduro est toujours là. Maduro est toujours vivant. Donc, ils disent, bon, on va faire le référendum obligatoire. Avec un problème majeur. C'est que la mise en œuvre de ce référendum obligatoire est très compliquée. Et de mon point de vue, d'ailleurs, trop compliquée. Ça fait partie des critiques qu'on peut faire. Si un jour il va y avoir une réforme, il faudrait rendre ce référendum obligatoire beaucoup plus simple. La procédure complète dure pendant 260 jours. Il y a plusieurs étapes, il y a 260 jours. Et il se trouve que l'opposition a perdu 6 mois. Et comme elle a perdu 6 mois, si le référendum obligatoire a lieu, il aura lieu dans la deuxième partie du mandat de Maduro. Et dans ce cas-là, c'est le vice-président qui va le remplacer. C'est-à-dire encore un chaviste. Si elle avait été plus vite, et s'il y avait un référendum obligatoire, et si elle le gagnait, il y avait organisation de nouvelles élections. Mais dans le cas de figure, comme ils ont perdu 6 mois, finalement, ça ne les intéresse plus vraiment. Et donc, on va avoir la première phase du référendum obligatoire, qui va être, il faut 200 000 voix. Il faut recueillir 200 000 voix pour lancer la procédure. Et l'opposition va faire son recul de voix. Ils vont commencer par annoncer d'une manière très spectaculaire, on en a réuni 3 millions de voix, on est les plus forts, etc., etc. Et puis 2 jours après, ils vont dire non, c'est pas 3 millions, quand même, c'est 1 900 000. Et puis ils vont remettre un petit manque à 1 900 000. Et puis le Conseil national électoral va découvrir que dans les 1 900 000, je chiffre exact, peu importe, il y a 605 000 irrégularités. C'est-à-dire des signatures, soit de gens prisonniers, soit de morts, etc., etc., etc. Et vous avez y compris des citoyens vénézuéliens qui découvrent qu'on a utilisé leur nom et qui donc vont porter plainte devant la justice. Et c'est ce qui va faire qu'on va interrompre le référendum obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas le Conseil national électoral qui interrompt le référendum obligatoire, ce sont des plaintes de gens qui ont retrouvé leur signature sur les listes alors qu'ils n'avaient jamais signé, qui ont porté plainte devant la justice. Ça ne veut pas dire que, dans l'absolu, c'était terminé. L'opposition aurait pu faire appel. Elle n'a pas fait appel. Elle n'a pas fait appel parce que ça ne l'intéressait plus. Et parce que par ailleurs, ça lui a permis de dire, regardez, le référendum obligatoire est interrompu par un gouvernement dictatorial qui ne respecte pas les règles du jeu. Et si elle ne l'a pas fait, c'est du fait de ces contradictions internes, puisqu'on a, au cours de la discussion qu'on aura ensuite, on sera amené à dire que l'opposition est très divisée. Alors j'essaie d'aller évidemment très vite, mais il faut parler de la déstabilisation économique du Venezuela. Pour le coup, il faut revenir un tout petit peu en arrière. Pour un petit quart d'heure. Il faut revenir un tout petit peu en arrière. Là encore, suivant les générations, il va y avoir des souvenirs ou il ne va pas y avoir des souvenirs. Je vais vous lire là un tout petit passage d'un mémorandum du département d'État des États-Unis qui date de 1960. 1960. Et donc il y a un mémo département d'État qui dit « Il faut affaiblir la Castro à travers le désenchantement et le découragement. Il faut utiliser rapidement tous les moyens pour affaiblir la vie économique de Cuba. Il faut utiliser tous les moyens pour affaiblir la vie économique de Cuba afin de poser la fin, le désespoir et le renversement du gouvernement. » C'est ce qui se passe en ce moment au Venezuela. Vous avez les années 70, le Chili de Salvador Allende, où le président Richard Nixon
l'ordre à la CIA et à Henry Kissinger, futur prix Nobel de la paix, Make the economy scream, faites crier l'économie chilienne. Et la mort de Salvador Allende va être précédée d'une déstabilisation économique similaire à celle qui se déroule en ce moment au Venezuela. Vous avez le cas du Nicaragua en 1984, où il y a des élections. Et juste avant les élections, dans les mois précédant les élections, les États-Unis imposent un embargo au Nicaragua pour affaiblir économiquement le Nicaragua. C'est la même histoire qui se répète tous les 20 ans. Dès qu'un pays relève la tête. Il y a actuellement des pénuries extrêmement importantes au Venezuela qui affectent la population, qui font que la vie est extrêmement difficile pour la population. Chaviste, tout le monde déroule. Vous n'avez plus rien dans les supermarchés, vous n'avez plus rien dans les supérettes, vous n'avez plus rien dans les magasins. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, mais il y a, dans ce genre de situation, il y a un réflexe naturel, et pour que vous le compreniez, je vais vous lire pour une fois, un tout petit passage d'un extrait du quotidien Le Monde. Donc ça, ce que je vais vous dire se passe en France, le 6 novembre. Donc ça a 10 jours, 15 jours. Enquête sur le grand bluff de la pénurie de beurre. Donc là, je vous parle de la France, je ne parle pas du Venezuela, mais transposé avec le Venezuela et vous allez voir les correspondances. La tension est encore montée d'un cran dans le rayon beurre des supermarchés en France ces derniers jours. Le taux de rupture a atteint un niveau record de 48% entre le 23 et le 30 octobre. En clair, il manquait la moitié de l'offre dans les rayons, contre 30% la semaine précédente. Le mot pénurie, on a aussi des pénuries en France. On n'a pas de sanctions, on a des pénuries. Le mot pénurie largement médiatisé pousse les consommateurs à faire des emplettes de précaution, avec un effet boule de neige. À preuve, la réaction ce week-end d'un jeune couple devant le rayon beurre mis en tête de gondole dans un supermarché Carrefour, boulevard Saint-Marcel à Paris. Constatant l'offre existante mais largement clairsemée, la jeune femme prend entre les mains son mari, tu vois, c'est bien la pénurie, et de s'emparer d'une plaquette dont elle choisit la marque. Et son mari réplique, mais on a déjà du beurre à la maison. Et elle de répondre, oui, mais on ne sait jamais. Et c'est l'exemple typique du comportement des Français, devenu soudain, thésaurisateurs de beurre. Il n'y a pas de pénurie de beurre, mais une communication mensongère des grandes surfaces ont martelé de leur côté les agriculteurs mobilisés régionalement. La grande distribution, confrontée à une hausse du prix du beurre, refuse de s'approvisionner. Alors ça, c'est une des parties du problème vénézuélien. Vous n'avez plus rien dans les rayons des supermarchés, des magasins, et donc les gens, dès qu'ils trouvent des pâtes, du beurre, du riz, de la farine de maïs, au lieu d'en acheter 1 kilo, ils en achètent 10 kilos. Et du coup, 2 heures après, il n'y en a plus. Et donc le phénomène s'auto-alimente. Ça, c'est un aspect de la question. Mais le deuxième aspect de la question, c'est la déstabilisation. S'il n'y a plus de produit, il y a bien une raison. Alors, le patronat vénézuélien, les médias prétendent que c'est parce que le gouvernement vénézuélien a imposé un modèle basé sur l'intervention de l'État, dans lequel il y a des prix contrôlés, des prix régulés, et donc le patronat vénézuélien dit on n'arrive pas, avec les prix régulés, on n'arrive pas à couvrir nos coûts de production. Donc on est en faillite, on est en vide, et donc on ne produit plus, et donc il n'y a plus rien. Alors déjà, les coûts régulés, c'est depuis 2003. Depuis 2003, donc on se serait rendu compte qu'il y avait un problème depuis 2003 si c'était la cause réelle. Par ailleurs, on s'est rendu compte que les périodes de pénurie, elles coïncident avec des grands moments de tension politique, systématiquement. Il y a eu des pénuries pendant une période de 2 mois, en décembre 2002, janvier 2003, dans ce qu'on a appelé le paro pétrolière, la grève pétrolière, qui n'était pas une grève pétrolière, qui était un lockout patronal, où là on a utilisé la déstabilisation économique. Et Chavez a surmonté l'épreuve, mais le Venezuela à l'époque a perdu 9% de son PIB. Il y a eu des pénuries en 2007, au moment du référendum constitutionnel, que Chavez a perdu, et où là, il a admis la défaite, il voulait réformer la Constitution. Il y a eu des pénuries en octobre 2012 au moment des présidentielles, dernière présidentielle de Chavez. Il y a eu des pénuries en avril 2013 au moment de l'élection de Maduro. Il y a eu des pénuries en décembre 2015, lorsque l'opposition, finalement, a bénéficié de cet effet et est arrivée aux législatives. Les pénuries actuelles, elles ne sont pas dues. Elles ne sont pas dues au contrôle des prix. Alors, très très rapidement, il faut comprendre un truc, c'est que pour importer des aliments, pour apporter des biens de première nécessité, donc quand on parle de pénurie, attendez, si vous voulez acheter une Rolex, si vous voulez acheter des produits de luxe, il y a tout ce qu'il faut.
Je vous assure, vous trouvez tout à Caracas. Ce qui manque, c'est les produits de première nécessité. Un truc qui vraiment, bon, le riz, les pâtes, le savon à barbe, le dentifrice, des trucs qui vous rendent la vie agréable. C'est l'État qui, grâce au pétrole, importe au Venezuela 95% des devises, des dollars. Le secteur privé vénézuélien rapporte 1% des devises à l'État. C'est-à-dire on a une classe dominante vénézuélienne qui n'a jamais rien fait pour le pays. Son seul objectif, c'est de récupérer les devises qu'obtient l'État et de les utiliser pour importer, pour faire du commerce et surtout de l'importation. Donc, les entreprises privées, les multinationales, les groupes pharmaceutiques échangent leur bolivar, qui est la monnaie nationale, contre des dollars. Et grâce aux dollars, elles importent. Elles obtiennent des dollars à un taux préférentiel, puisque le gouvernement souhaite que le peuple, la population, puisse s'alimenter et se soigner dans des conditions faciles. On vous prétend que c'est la chute des prix du pétrole qui fait que le gouvernement n'a plus assez de dollars et que donc on n'importe plus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, il n'y a plus de médicaments au Venezuela, c'est vrai. Tous les Vénézuéliens souffrent. Mais en 2004, les laboratoires pharmaceutiques ont reçu 608 millions de dollars du gouvernement pour importer des médicaments, il n'y avait pas de pénurie. 608 millions. En 2013, 3 milliards 200 millions, 5 fois plus. Il n'y a plus de médicaments sur le marché. En 2014, 2 milliards 400 millions. Il n'y a plus de médicaments sur le marché. C'est-à-dire, il y a un truc. Parce que, y compris, bon, notre temps est limité, je ne peux pas vous faire la liste de tout ça, mais on retrouve le même phénomène sur tous les biens et services de première nécessité. Par exemple, sur l'alimentation, le secteur privé a reçu en 2004 15 milliards 750 millions de dollars, il n'y avait pas de pénurie. En 2013, 30 milliards 850 millions de dollars, il n'y a plus rien. Donc voilà, le phénomène, il n'est pas naturel. Et il est d'autant moins naturel que ces produits qui ont disparu et qui vous rendent la vie impossible, vous les trouvez. Mais vous les trouvez au marché noir. Vous les trouvez au marché noir. Vous les sur le bas, vous les trouvez dans des coins invraisemblables. Alors avec un double phénomène. C'est que, ça vous rend la vie impossible. Imaginez que vous ayez, que vous passiez 2 heures par jour, 3 heures par jour pour trouver ici des pâtes, ici du riz, ici de la farine. Ça vous rend la vie impossible. Et comme vous allez les acheter au marché noir, vous allez les payer 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois plus cher. Ça vous bouffe le pouvoir d'achat. La logique de cette déstabilisation économique, c'est que la population se révolte et se retourne contre Maduro, qui serait rendu responsable de la crise. C'est ça la logique. C'est de reproduire au Venezuela ce qui s'est passé en 1989, on a fait le Caracas, où la population s'est révoltée sous le coup d'un ajustement structurel du FMI, avec une répression qui a été terrible. Elle a fait, estimation officielle 340 morts, estimation plus généralement admise 3000 morts. C'est que la population se révolte. Je pourrais, je ne vais pas abuser du temps, mais voilà la logique, éventuellement on pourra revenir là-dessus. Donc on est dans une situation extrêmement difficile pour le gouvernement, pour le pouvoir. Là-dessus s'ajoute une inflation complètement délirante. Alors là encore, si un jour vous refaites, quand vous referez un truc à tac, invitez un économiste. Ouais, là je vais vous donner une piste, mais je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas vous l'expliquer, je ne peux pas vous l'expliquer bien. Je le comprends, mais je peux vous l'expliquer. Il y a un phénomène qui s'appelle dollar today. Dollar today. Vous avez, comme dans tous les pays où il y a un contrôle d'échange, il y a un marché parallèle du dollar qui s'est établi. Là, ça se passe quasiment partout. Donc le contrôle d'échange depuis 2002-2003 par Chavez pour éviter la fuite des capitaux. Donc, vous avez le marché des devises légales, celui dont on vient de parler, le gouvernement donne des dollars. Et à côté, il y a un marché parallèle où les gens qui ont besoin de dollars absolument vont l'acheter à un taux plus cher. Sauf qu'au Venezuela, ça a pris des dimensions absolument ahurrissantes, puisque actuellement, à l'heure où nous parlons, vous avez au marché, au cours officiel, au cours préférentiel, il faut 10 bolivars pour $1. Il y a un autre taux officiel qui est de 3345 bolivars, c'est pour les biens qui ne sont pas trop bien nécessités pour $1. Et sur le marché parallèle, c'est 60 000 bolivars pour $1. Et donc, ça vous, là encore, je ne suis pas économiste, ça vous met une pagaille absolument terrible dans l'économie. Parce qu'un certain nombre de produits sont vendus sur le coût du bolivar. Et ça, c'est un phénomène qui est induit par un dollar today, qui est manipulé
depuis la Colombie et depuis Miami. C'est pas une image, c'est depuis Miami qu'on organise cette déstabilisation du Venezuela. Là-dessus, on est dans une situation compliquée, donc il y a une tentative de dialogue du président Maduro. Il y a une tentative de dialogue. Elle a commencé en juin 2016 en République dominicaine. Dialogue, il a commencé en 2016. L'opposition est venue en juin 2016 en République dominicaine. Mais l'information a filtré. Et donc ils ont refusé de s'asseoir à la table de négociation. Ils ont dit non, parce que ça c'est su, les médias en ont parlé, donc non, on ne dialogue pas. Parce que le truc de l'opposition vénézuélienne, c'est on dialogue, mais on ne dialogue pas. Enfin, on dialogue, mais sans dialoguer. Enfin, on y va, mais on n'y va pas. Donc vous avez un côté pour l'opinion internationale, on voudrait le dialogue, et quand le dialogue s'établit, non, on n'y va pas. Alors à un moment, elle a dit, par exemple, on veut le pape. On veut le pape. Et le président Maduro a dit qu'il n'y avait pas de problème. Et donc il y a eu un envoyé spécial du Vatican qui s'est mis dans la partie. Et là non. Du coup ça n'allait plus. Finalement, on va passer quelques épisodes. En novembre 2016, il y a eu un accord qui a été passé entre les représentants de l'opposition et les représentants du gouvernement. Il y avait 3 points extrêmement importants. Premier point, désincorporation des fameux 3 députés dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que les représentants de l'opposition ont dit ok d'accord, on enlève ces 3 députés et on rentre dans la normalité. Deuxième point, le gouvernement s'est engagé à faire des élections régionales en juin, municipales en décembre. Entre parenthèses, le gouvernement a tenu parole. Il vient de faire les régionales et il va faire les municipales. Troisième point, l'opposition s'est engagée dans cet accord qu'elle a signé, qui a été lu par l'envoyé du pape, Monseigneur Pablo Celli, s'est engagé, promesse de leur part de ne plus demander d'ingérence étrangère. Et lorsque les représentants de l'opposition sont rentrés à Caracas, ils ont été désavoués par les dirigeants de l'ordre de l'opposition. Et le dialogue s'est interrompu. Et le seul qui a tenu parole, c'est effectivement le gouvernement, en organisant les élections qui étaient prévues. Je vous lis juste un tout petit passage de 12 novembre 2016, ce fameux accord. Dans le texte qui a été élu par l'envoyé du pape, Monseigneur Claudio Celli, c'est pas Pablo, c'est Claudio Celli, juste au passage, le gouvernement et la MUD, donc la MUD c'est la table d'unité démocratique, c'est l'opposition, conviennent de combattre ensemble toute forme de sabotage, de boycott ou d'agression contre l'économie. Là encore, l'opposition admet qu'il y a un sabotage de l'économie. Dialogue a échoué, situation de crise, et arrive ce que vous avez suivi, la période de violence entre avril 2017 et juillet 2017. Il y a 2 thèses dans cette affaire. Il y a la thèse qui a été développée par les médias que vous avez tous lu, tout et entendu. Répression des manifestations au Venezuela, 125 morts. C'est faux. La manière dont il faut présenter les choses, c'est vague de violence au Venezuela, 125 morts. C'est pas la répression qui a fait 125 morts. Les morts sont dans tous les camps. Les morts ont lieu dans tout un certain nombre de circonstances. Par exemple, au cours de ces manifestations, 500 policiers ont été blessés, dont 50 par arme à feu. 50 policiers blessés par arme à feu. Il y a 10 victimes dont on est sûr qui sont victimes de bavures policières. Il y a actuellement 39 policiers aux gardes nationaux qui sont détenus, qui sont inculpés, qui sont recherchés pour ces bavures policières. Vous avez 7 membres des forces de l'ordre qui ont été tués par balle. Tués par balle. Vous avez 4 militants de chavistes qui ont été assassinés. Dont l'un, l'image malheureusement a circulé, qui a été pris dans les manifestations de l'opposition, qu'on a accusé d'être un chaviste, qu'on a lynché, qu'on a arrosé d'essence et qu'on a brûlé vif. C'est l'opposition, c'est pas des victimes de l'impôt. Vous en avez 16 qui sont morts au cours de pillages, dont 12 qui sont électrocutés. En pillant un supermarché, ils avaient des plaies dans la flotte, ils ont touché les pieds électriques. Par la gros. Vous en avez 14 qui sont morts à cause des barricades. Soit qui se sont plantés dans les barricades en ne les voyant pas la nuit, soit qu'ils ont essayé de les contourner et qu'ils ont été matraqués par des manifestants. Ce n'est pas des victimes de Maduro. Vous en avez une qui est morte d'une vieille dame, complication de santé, je veux dire, elle devait se rendre à l'hôpital, elle a été empêchée d'aller à l'hôpital par une barricade, elle est morte dans l'ambulance. Ce n'est pas des victimes de Maduro, sauf que les médias vénézuéliens systématiquement
ont pris toutes les victimes et en ont fait des victimes de la répression. Et pour avoir assisté aux manifestations de l'opposition en juin dernier, parce que je suis passé 3 semaines là-bas et que j'ai été en permanence dans les manifestations de l'opposition, je peux vous affirmer que ce ne sont pas des manifestations pacifiques. Ce sont des manifestations extrêmement violentes, avec des groupes de délinquants qui ont été recrutés par l'opposition vénézuélienne, qui, lorsqu'ils vont manifester, je sais pas comment on appelle, manifestez-vous, sont casqués, masques à gaz, armes artisanales létales, et vont provoquer systématiquement les forces de l'ordre, et j'ai eu compris assister à l'attaque d'une base militaire. On n'est pas, excusez-moi, je prends la référence française, on n'est pas entre la Bastille et la République. Je ne sais pas où vous manifestez quand vous manifestez. L'attaque d'une base militaire, raison pour laquelle un certain nombre de manifestants d'opposition ont été jugés par les tribunaux militaires. C'est pas parce que le Venezuela est une dictature. Il y a des raisons très possibles. Je vais m'arrêter là. Situation violence. Refus du dialogue. Le président Maduro fait un truc inimaginable. Sur le coup, tout le monde s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il fait? Il convoque une assemblée nationale constituante. C'est un fait bizarre. Alors, on en parlera après dans le débat, je vais m'arrêter là. Mais là encore, vous avez sûrement lu, entendu, la convocation de l'Assemblée nationale constituante pour Maduro est illégale. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et là encore, c'est pas obligé de me croire sur parole, c'est la Constitution vénézuélienne. Article 347, 348, 349 de la Constitution vénézuélienne, bolivarienne. Je vous lis l'article 348. L'initiative de la convocation de l'Assemblée nationale constituante pourra être prise par le président ou la présidente de la République au Conseil des ministres. Enfin, on peut continuer. Cette Assemblée constituante, elle a été élue. Elle a été boycottée par l'opposition. L'opposition a refusé d'y participer. Donc il y a 42% du corps électoral qui s'est déplacé, dans des conditions extrêmement difficiles, puisque vous savez qu'au Venezuela, on vote avec des machines électroniques. Il y a 1000 machines qui ont été brûlées par des attaques des bureaux de vote dans les États de Mérida, Táchira, Zulia, Trujillo. Vous avez le jour de l'élection un sergent de la garde nationale qui a été assassiné par une armée d'opposition. Vous avez 8 gardes nationaux qui ont été brûlés gravement par un attentat à Caracas, 21 fonctionnaires de police blessés par arme à feu le jour de l'élection, blessés par arme à feu, et y compris le gouvernement a été obligé de déplacer certains bureaux de vote, et on a des dizaines de milliers de personnes à Caracas qui ont été votés hors de leur zone traditionnelle, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient menacés. C'est-à-dire qu'il y a eu dans les quartiers, en particulier les quartiers des manifestations, qui ne sont pas les quartiers populaires, qui sont les quartiers de la classe moyenne, haute, Chacao, Altamira, toute cette zone, les gens étaient menacés s'ils allaient voter. Et dans ces conditions, 42% des Vénézuéliens se sont déplacés et ont élu l'Assemblée nationale constituante, qui est actuellement en place. On verra ensuite peut-être sans doute sur des mesures qu'elle a prises, mais en tout cas, la première conséquence de l'élection de cette Assemblée constituante, c'est que du jour au lendemain, et je ne suis même pas capable de vous expliquer pourquoi, la violence est complètement arrêtée. Il n'y a plus de violence au Venezuela. Donc si demain vous entendez quelqu'un qui dit « Ouais, mais la constituante vénézuélienne », vous pouvez au moins lui répondre « Attends, il y a eu 145 morts avant, elle a arrêté la violence, c'est déjà un problème. » Merci Maurice, donc je suppose que ton intervention suscitera beaucoup de questions et de réflexions partagées, mais alors je vais quand même donner la parole à Alessandra Munez. Donc je vous ai dit au début de ce débat que Alessandra a fait des études et est devenue médecin, en médecine. Elle vit à Bruxelles, mais elle a passé 8 années de sa vie. Elle a choisi d'aller au Venezuela, où elle a pratiqué son enseignement. Et alors je voulais lui demander, 8 années auprès de la population, quel enseignement toi tu tires justement à la base, comment a été vécu, as-tu ressenti ce processus socialiste bolivarien, comment ça se passait dans la réalité de la vie quotidienne de tous les jours, et second peut-être aspect de l'interrogation, comment ici en Belgique tu continues ton engagement et ton soutien à ce Venezuela-là. Bonjour, merci pour l'invitation. Et je voulais juste préciser, désolée d'avoir fait faux bond il y a 3 mois à l'attaque parce que j'étais en effet à Caracas pour une rencontre de solidarité dont je vous parlerai un petit peu après.
Donc en effet, moi j'ai passé 8 ans au Venezuela de 2007 à 2015. Ce qui m'a amené à aller au Venezuela, déjà, c'est une première visite à Caracas en 2006 au Forum social mondial. Et cette effervescence qu'il y avait à Caracas à ce moment-là était très impressionnante. L'effervescence politique, l'effervescence de mouvements sociaux, de base qui discutent, qui mettent ensemble toutes sortes de choses, c'était très, très, très touchant. Et de voir déjà en 6 jours l'effervescence dans la population vénézuélienne sur le plan politique, la politisation de la population. J'ai fait les rencontres très vite et énormément et donc j'ai décidé d'y retourner l'année d'après pour 6 mois d'observation comme médecin. Je terminais mes études de médecine, de médecin généraliste et je me dis ok, j'ai fait 10 ans d'études, c'est bon, je vais passer 6 mois tranquille à la politique et à découvrir. Et donc j'ai d'abord voulu connaître l'émission de santé. Donc Chavez il a mis en place énormément de missions, entre autres une mission plus importante qui est une mission de santé où des médecins cubains sont beaucoup venus travailler sur le terrain et former dans un second temps aussi des étudiants en médecine. Donc je voulais aller voir c'était quoi ces médecins qui allaient dans les barrios, dans les quartiers, là où il n'y a jamais eu de médecins qui ont mis les pieds de l'histoire du Venezuela avant et qui travaillaient auprès de la population qui vivait dans le quartier. Donc ils avaient une petite maison non construite où le médecin vivait et où ils étaient en garde permanente comme ça et où ils s'intégraient à la population, où se créait très vite autour de ce centre de santé un comité de santé. Donc j'ai beaucoup été voir comment ça se passait, c'était très impressionnant. Et je parlais avec tout le monde me disait bah oui, moi j'avais jamais vu un médecin avant, et pour aller voir un médecin il fallait descendre très tôt, il fallait avoir des longues files, on nous disait d'acheter des médicaments qui coûtaient très cher. Là dans l'émission, c'est à côté de chez toi, le médecin débarque à la maison parce qu'en fait il fait une étude de sa population et donc il a un territoire qu'il doit toucher. Il va dans toutes les familles, il répertorie un peu les familles, il fait des programmes de prévention en fonction des différentes problèmes de santé qui croisent dans sa population. Et donc tout d'un coup, on se met à traiter les hypertendus, les diabétiques, il y a de la contraception, il y a énormément de choses qui arrivent à la population qui n'avait jamais été même dépistée. Donc ça c'est un peu ce que je voulais aller voir et puis faire de la militance. Et ce qui m'a beaucoup touchée très vite au Venezuela, c'était cette politisation intense de la population vénézuélienne, ce besoin d'apprendre, ce besoin de découvrir, ce besoin de décider de devenir acteur de son pays, de son futur, de son avenir. Énormément de gens étaient en formation. J'ai rencontré des femmes qui avaient 7 enfants et qui étudiaient médecine en cours du soir et les week-ends, qui étudiaient avocate, et qui disaient moi je veux devenir une avocate. Je trouve ça merveilleux, ça me donnait les larmes aux yeux, c'était très impressionnant de voir tout ce que ces politiques ont permis au niveau vraiment des populations locales, de se dire voilà, moi je peux me former, je peux organiser ma communauté, les conseils communaux qui s'organisent autour des différentes. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'organisation de la communauté. Un mot qu'on n'utilise pas en français, la communauté. Voilà, et donc moi j'ai décidé d'y retourner. Je suis partie 6 mois, je suis revenue, puis je suis partie en disant ok, je vais essayer de travailler, de faire quelque chose. Parce qu'il n'y a rien à faire, c'était attirant. De voir comment je pouvais essayer de participer à ça. Alors en tant que médecin, je n'étais pas indispensable parce qu'il y avait énormément de médecins sur le terrain. Donc oui, j'ai fait une équivalence de mon diplôme. Oui, c'est ça, je me dis bon, ils vont dire, on n'arrête pas de dire qu'il y a besoin de médecins partout. Au Venezuela, il n'y avait pas besoin de médecins, donc je n'étais pas spécialement demandée pour ça. Par contre, j'ai fait une équivalence de mon diplôme quand même qui m'a pris longtemps. Parce que j'ai fait des petits boulots de ce que je pouvais pour me soutenir. J'ai beaucoup milité. J'ai très vite intégré des mouvements féministes, parce que moi, ici en Belgique, depuis toujours, je travaille sur les thèmes du droit des femmes à décider, sur les thèmes de l'avortement. Et donc, j'ai un peu cherché tous ces réseaux-là, et ça, c'est une expérience merveilleuse de voir en quelques années comment s'est développé quelque chose qui était assez petit à la base. Les mouvements féministes au Venezuela n'étaient pas très développés, comme par exemple en Argentine ou en Colombie. Et grâce au processus et à cette effervescence de politique et de création et de construction,
énormément de choses se sont construites, énormément de choses se sont organisées, les femmes ont commencé à s'organiser de plus en plus, il y a eu énormément de formations. Donc c'était très, très intéressant. On a par exemple lancé une ligne d'information pour les femmes sur l'utilisation correcte des médicaments pour l'avortement. Et on a été soutenus, pas officiellement par le gouvernement, parce que c'est toujours une thématique un peu compliquée, mais par contre on avait des soutiens informels dans le ministère de la Femme, le ministère de la Santé. On n'a jamais eu de problème. On a lancé ce truc, on n'a jamais eu de problème. Parce qu'on savait que voilà, que c'était important. Voilà. Par rapport aux pénuries dont tu parlais, moi j'ai quand même vécu aussi plein de moments comme cela. Par exemple, en effet, dès que les élections arrivaient, paf, il n'y avait plus de farine, il n'y avait plus de pampers, il n'y avait plus d'électricité, il y avait des coupures électriques tout le temps. Il y avait, au niveau des médicaments, quand moi j'y vivais, il y avait encore des médicaments, par contre il n'y avait plus de contraceptifs depuis bien longtemps, parce qu'on sait qu'un des piliers, une des choses qu'il faut faire pour ouvrir une population, c'est que les femmes tombent enceintes. Et donc, que les femmes fassent des enfants le plus tôt possible, parce qu'alors on arrête d'étudier, on arrête de se libérer et on s'occupe des enfants. Donc il n'y avait plus de contraception. Moi, j'entrais à la pharmacie, je demandais, vous avez des pilules? Non, il n'y a pas de pilules. Des stériles? Non, il n'y a pas de stériles. Il y avait du Viagra partout. C'est la même Pfizer, c'est la même entreprise qui fait des pilules, et c'est la même entreprise qui produit du Viagra. Alors, il y a une culture autour du Viagra, de l'utilisation du Viagra pour avoir des rapports sexuels satisfaisants. Voilà, c'est une culture qui existe. Eh ben, il y avait du Viagra partout, mais il n'y avait pas de préservatif. Enfin, il y avait des préservatifs très chers, et il n'y avait pas de pilule. Donc, tu te demandes comment ça se fait que Pfizer a l'autorisation d'introduire dans le pays des Viagra, et il n'a pas l'autorisation d'introduire des pilules. Il n'y avait pas de médicaments gynécologiques, donc tout ce qui était pour traiter les problèmes gynéco, il n'y en avait pas. Et il y avait une très grosse pénurie, quand moi j'y étais déjà, de médicaments pédiatriques. De nouveau, ce n'est pas anodin ce qui manque. Et ça tournait. Donc, quand Noël arrive, il n'y avait plus de farine pour faire les aliakas, qui sont les choses qu'on cuisine pour la Noël, qui sont typiques. Hein? Oui, pour le réveillon de Noël, oui, c'est ça. Donc c'est comme si on n'avait pas de dinde pour faire notre réveillon de Noël, par exemple. Tout d'un coup, il n'y a plus de dinde dans le pays. Quand ils ont décidé de faire les dindes, j'ai dit, d'accord, avec au vin. Quand par exemple, ils ont décidé, il y a eu à un moment donné où on a fait une régulation des prix de produits de première nécessité, régulation du sucre, régulation du riz, régulation du riz blanc. Il n'y avait plus de riz blanc, tout d'un coup. Mais par contre, il y avait plein de riz aromatisés à l'ail, aromatisés à l'oignon, aromatisés à je ne sais pas quoi, et ça, c'était des prix pas régularisés. Donc, ça, tu pouvais trouver du riz aromatisé super cher, mais le riz blanc qui avait été décidé de réguler justement pour essayer, ce qui était une des mesures que le gouvernement avait pris pour éviter l'inflation, ben, il n'y en avait plus. Même chose pour la farine de maïs normale, il n'y en avait plus, par contre, il y avait la farine de maïs augmentée avec je ne sais pas quoi, enfin, ouais. C'était donc tellement flagrant dans la vie de tous les jours que c'était organisé, fomenté. Après, il y a eu tu parlais des accaparements. Bah oui, les accaparements, mais on trouvait des containers remplis de bouffe tout d'un coup avec de la farine périmée qui n'a jamais été mise sur le marché. Et en effet, dans la rue, moi je voulais, quand je suis partie du Venezuela, si je voulais acheter à manger, ou alors je devais me lever à 3h du matin faire des films, ou alors j'allais au quartier acheter dans la rue ce dont j'avais besoin, beaucoup plus cher. Voilà, c'est des choix. Une question dans quoi tu investis ton temps ou dans quoi tu investis ton argent. Voilà. Moi, je devais aller au boulot, et donc j'achetais dans la rue, plus cher. Mais c'était tout le temps, pour tout. Par exemple, pour faire un tout petit morceau en plus à côté de ma maison, il n'y avait pas de ciment. Il n'y avait pas de ciment, donc je ne pouvais pas acheter du ciment pour construire une petite réserve pour mettre ma brouette, pour pas qu'on la vole. Tout était compliqué, tout était fait pour que la vie soit compliquée.